à toutes et à tous. On est à une période assez critique pour l'automobile. Pour la première fois, mais peut-être qu'on me démentira, mais enfin, dans ma mémoire, pour la première fois dans l'histoire de ce véhicule, l'automobile, il doit affronter 3 révolutions technologiques à la fois. Et je parlerai de ces 3 révolutions. La première, c'est évidemment le véhicule économe et propre. Le second, c'est le véhicule autonome. Et le troisième, c'est le véhicule connecté. Les 3 révolutions sont menées parallèlement et constituent pour les constructeurs et pour leur réseau de distributeurs, j'en dirai un mot également, un défi absolument considérable, puisqu'il s'agit de mobiliser les équipes de recherche et développement sur 3 sujets différents. Et il s'agit de vendre aux clients les progrès techniques dans 3 domaines différents, de telle manière que les investissements qui en sont réalisés puissent être rentabilisés. Alors, le véhicule économe et propre. Olivier Appert a dû vous dire ce matin ou tout à l'heure que le prix du Brent était très bas, mais qu'il remonterait inéluctablement. Et je pense que personne actuellement ici ne peut penser que nous soyons revenus durablement sur un prix de l'essence bon marché qui justifierait de ne plus se préoccuper du véhicule économe. D'autant plus que véhicule économe et véhicule propre, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des liens évidemment très forts, notamment à travers les émissions de CO2, et donc que la pression pour le véhicule économe s'exerce également du point de vue environnemental. La congestion et la pollution des villes atteint un tel niveau que les problèmes de pollution automobile deviennent des problèmes politiques. On peut considérer qu'en Chine, en particulier, c'est devenu un problème politique absolument majeur. Et j'ai été frappé, puisque j'ai quelques contacts désormais avec la Chine, comme toute l'entreprise, je suis frappé de voir que c'est au premier rang de leurs préoccupations. Et que si j'avais un pari à faire, ce serait que le véhicule électrique va connaître ses premiers développements en Chine avant partout ailleurs. Une indication, ils ont un plan de 12 milliards de dollars pour l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques. Ce qui permet de mesurer la faiblesse relative de l'effort fait en Europe sur le même sujet. Les normes qui vont s'appliquer et qui convergent entre les 3 grandes zones, Chine, Europe et États-Unis, les 3 grandes zones sont en train de converger sur des normes environnementales qui vont devenir, d'ici 2020-2025, très proches les unes des autres. Ces normes prévoient, je prends les normes européennes, entre Euro 1 et Euro 6, la diminution d'émissions de NOx, de CO2 et de particules est compris entre 82 et 96%. C'est-à-dire que ce sont des diminutions absolument drastiques qui sont actuellement organisées du point de vue de ces normes. Pour le CO2 plus spécifiquement, les normes des différents continents vont converger vers 92-95 grammes de CO2 par kilomètre en 2020-2025. Au-delà, les constructeurs auront à payer des pénalités. Cela conduit, Michel, si on peut passer à la prochaine, oui, cela conduit à une courbe que vous connaissez, que vous imaginez, que vous connaissez depuis les premiers éléments de
d'hybridation que sont le stop and start, l'hybride classique, c'est-à-dire l'hybride non rechargeable, l'hybride qui fonctionne avec le mouvement du moteur, qui ne permet pas de faire des parcours significatifs en électrique, c'est-à-dire sans émission, mais qui réduit la consommation, puisqu'à tout moment, un arbitrage se fait entre le moteur électrique et le moteur thermique. Tout le monde maintenant va vers le plug-in. Le plug-in, c'est l'hybride rechargeable, c'est-à-dire que le véhicule est équipé d'une batterie qui permet de faire 40, 50 km de manière autonome et qui peut être rechargée indépendamment de la recharge automatique par le mouvement du véhicule lorsque c'est le moteur thermique qui fonctionne. Le plug-in est actuellement en plein développement. Il n'y a pas de véhicule français plug-in, mais tous les constructeurs, y compris d'ailleurs celui que je représente ici, PSA, sont en train de travailler sur des sorties de véhicules plug-in dans les prochaines années. En revanche, des véhicules plug-in existent au Japon et en Allemagne. Et puis ensuite, c'est l'électrique pur, l'électrique avec batterie. Et puis, étape probablement toujours sur le véhicule électrique, mais étape plus lointaine, l'hydrogène. Et vous le savez, Toyota va, dès l'an prochain, ou dès cette année, commercialiser un véhicule à hydrogène. Alors, sur le plan technique, la réduction de la consommation et la réduction des émissions suppose un effort de recherche absolument considérable, qui concerne tous les partenaires de l'industrie automobile. Il faut d'abord améliorer les performances du moteur thermique dans ce cas, injection directe, utilisation d'un turbo, downsizing des cylindrées. On s'aperçoit que progressivement on va vers des cylindrées plus petites avec des turbos pour obtenir à peu près les mêmes rendements que des moteurs plus importants sans turbo. Allègement des véhicules, introduction de l'aluminium, des composites, insistance sur le vitrage, allègement des véhicules, mais aussi amélioration de l'aérodynamique des véhicules. Il est probable que d'ici 4 à 5 ans, il n'y aura plus de rétroviseur, parce que le rétroviseur est un anachronisme aérodynamique. Et il est probable qu'il n'y aura plus de rétroviseur, qu'il y aura à la place des caméras qui joueront le rôle de rétroviseur. Amélioration des pneus. J'ai été administrateur de Michelin et j'ai vu l'importance du pneu dans la consommation globale du véhicule. C'est un élément absolument essentiel. On peut considérer que 10 à 15% de la consommation d'électricité est en jeu, d'énergie, est en jeu à travers le pneu. Amélioration du traitement des émissions, et vous le savez, c'est les filtres à particules, les pièges à NOx. Là aussi, des progrès substantiels ont été faits, mais il faut continuer à travailler sur ce point. Taille et rendement des batteries. Il y a énormément de gens qui travaillent sur les batteries, de telle manière que leur poids, leur taille puissent être réduites et leur capacité accrue, de telle manière qu'on puisse sortir de cette nasse dans laquelle est l'électrique, qui est que les parcours sont inévitablement limités et que la recharge est très longue. Donc il faut des recharges rapides également. Actuellement, on dit que certains véhicules électriques peuvent faire 500 km en autonomie. On s'aperçoit que ces 500 km, ça veut dire qu'on est à 80 à l'heure sur autoroute et qu'on ne bouge pas. Ce qui est quand même... on reste sur cette vitesse constante et je pense qu'on n'en est pas encore là. On en est maximum 250-300 km et c'est encore à l'évidence trop court pour être un véritable concurrent du moteur thermique ou du moteur hybride. Les recherches sur l'hydrogène.
Là aussi, un très gros travail sur la production d'hydrogène. Là, je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas si on peut améliorer le rendement de l'électrolyse, puisque vous savez qu'il y a deux sources pour produire de l'hydrogène. Soit on part du vapocracker, soit on part et on craque la molécule de CH4, soit on produit de l'hydrogène par électrolyse. Actuellement, l'essentiel de l'hydrogène, 96%, est produit par craquage de la molécule de méthane. Il est clair que la solution propre, celle qui ne fait pas appel aux énergies fossiles, c'est celle qui... c'est l'électrolyse, mais l'électrolyse a un rendement qui, pour le moment, est insuffisant, qui fait que le coût en est trop élevé. Mais là-dessus aussi, il faut travailler. J'ajoute à cela la mise en place d'un réseau de distribution qui ne pose pas de problème technique, qui pose seulement un problème, pose d'une très lourde infrastructure qui est à l'évidence essentielle. J'avais indiqué tout à l'heure l'effort de la Chine. Il va falloir se poser maintenant la question également de la distribution d'hydrogène. L'avantage énorme de l'hydrogène, c'est que le réservoir permet, même s'il est plus important que le réservoir à essence, permet de parcourir 500-600 km et que la recharge du réservoir se fait en 2 ou 3 minutes. Donc on est dans des ordres de grandeur qui ressemblent à ceux de l'essence. Le réservoir est à 700 bars quand même. Hein. Il faut faire un tout petit peu attention. Mais je pense que ces obstacles seront surmontés. Je suis depuis longtemps, c'est-à-dire depuis au moins 2 ans, un inconditionnel de l'hydrogène à échéance de 10 à 15 ans. Je pense que nous irons vers le véhicule à hydrogène d'ici 10 à 15 ans. Je peux me tromper. Ce n'est pas l'avis je n'engage pas PSA sur ce point. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit l'avis de PSA. Toute l'industrie est engagée dans cette marche forcée, avec tous les éléments que je viens d'indiquer. Même si le moteur thermique garde de beaux jours devant lui, il est clair que l'effort de recherche qui est organisé autour du véhicule propre et économe est l'effort de recherche qui coûte le plus cher. C'est celui qui mobilise l'argent. J'en viens au véhicule autonome. Cette planche est un peu compliquée, mais elle traduit assez bien la complexité, la multiplicité des champs que vise le concept de véhicule autonome. Alors, on part du bas, qui est à peu près la situation actuelle, et plus on monte, plus on est dans l'avenir. L'avenir a des échéances qui, je dirais, chaque année se raccourcissent. C'est-à-dire que le processus s'accélère. Et un concessionnaire Volvo nous disait, à Michel Rochard, moi-même, qu'il avait fait 50 km avec une Volvo sans conducteur dans Stockholm. 50 km dans Stockholm, dans la circulation de Stockholm, sans conducteur. Et il est clair on lui fait faire un test qui consiste à se projeter à 70 à l'heure sur un mur en lui disant « surtout ne faites rien ». Ils ont été obligés de refaire 3 fois le test parce que les deux premières fois, il a freiné. Et la 3e fois, il a réussi à se maîtriser et à ne pas freiner, il s'est arrêté à 50 cm du mur. Donc on peut voir d'ailleurs les différents aspects. Il y a évidemment tout ce qui concerne l'assistance au parking, qui se fera à distance. À l'entrée du parking, vous laisserez votre voiture et elle ira chercher sa place toute seule et vous la rappellerez et elle reviendra toute seule. L'assistance à la conduite, c'est la conduite automatique qui est déjà une réalité, mais qui évidemment pose des problèmes sur lesquels je reviendrai. L'alerte, la réduction du risque et l'alerte sur les dangers, vous en avez déjà dans vos voitures, mais vous allez
de plus en plus voir ces alertes se multiplier, avec en plus, au-delà de l'alerte, des systèmes qui assureront la réponse aux alertes automatiquement. Et enfin, les problèmes de visibilité, c'est-à-dire que nous allons en finir avec l'éblouissement, nous allons en finir avec la limitation de la visibilité dans les voitures grâce à des mécanismes qui, de plus en plus, vont suppléer les difficultés, les insuffisances de nos propres organes visuels. Alors là, on ne peut pas dire... Bon, comme il y a le président du conseil d'administration de Valeo dans la salle, je suis obligé d'être extrêmement prudent, parce que je sais qu'il dépense beaucoup d'argent là-dessus. Que Valeo, je fais de la pub pour Valeo parce que j'ai visité leur stand au salon et j'ai été très impressionné. Mais Valeo n'est pas seul d'ailleurs dans ce domaine. Beaucoup d'autres le font, mais dépensent de l'argent. Mais je pense que l'effort de recherche est important. Il y a des technologies à développer, mais aucune n'est inaccessible actuellement. Il n'y a pas de... On ne voit pas de défis technologiques qui seraient au-delà de ce qu'on sait faire actuellement. Le problème, les défis, c'est la rentabilité de l'investissement. Comment on vend ça aux clients de telle manière que ça rapporte ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de rentabiliser l'investissement ? Le deuxième défi, ce sont les réglementations de sécurité. J'ai connu ça dans l'aérien. Mais est-ce qu'on va avoir des réglementations qui vont permettre l'utilisation de la totalité des capacités du véhicule autonome ? Et enfin, c'est la réaction des conducteurs eux-mêmes, des clients, face à ce dessaisissement de responsabilité. Leur réaction qui peut être d'abord de crainte, qui peut être de frustration, mais qui peut être aussi de perte de réflexe. Et c'était un très grand problème dans l'industrie aéronautique. Est-ce que les aides au pilotage ne conduisent pas les pilotes à être moins réactifs en cas de grandes difficultés, et en cas notamment de défaillance des équipements automatiques? Et je pense que nous risquons d'avoir le même problème pour l'automobile, beaucoup plus compliqué, parce que les temps de réaction dans l'automobile sont infiniment plus courts que pour le pilotage d'avion, même si il ne faut pas traîner. C'est de la capacité à surmonter ces défis que dépend le rythme de mise en œuvre, beaucoup plus que des défis technologiques. C'est beaucoup plus des questions, j'allais dire, sociétales, qui vont fixer le rythme du développement des véhicules autonomes. Pour le véhicule connecté, alors là aussi, foultitude de services. Je ne veux pas les détailler parce que j'ai une planche, moi, qui est mieux remplie que la vôtre, donc je pourrais détailler. Mais la plateforme automobile va être la plateforme la plus connectée de l'ensemble des équipements dont nous allons nous servir dans l'avenir. Nous allons être dans une plateforme qui sera constamment en lien avec l'extérieur. Dans des conditions d'ailleurs qui peuvent poser quelques problèmes. On saura à l'évidence toujours où vous êtes et on aura toujours capacité à retrouver de la trace de vos parcours, quoi que vous fassiez. Et je pense que cela peut poser quelques problèmes de vie privée, mais il n'y a pas que dans l'automobile que ce problème se pose. Vous avez vu, par exemple, je dis une chose, Safety and Remote Service. PSA, depuis quelques années, équipe ses véhicules de systèmes d'appel d'urgence. Et 1 500 000 de nos voitures qui circulent, 1 500 000, c'est pas absolument négligeable, sont équipées de ce service qui fait que si vous avez un accident ou si vous avez un freinage extrêmement brusque, il y a une alerte qui est déclenchée et une personne, à travers le système audio de la voiture, prend contact avec vous et vous demande si tout va bien
Et si vous ne répondez pas, elle envoie immédiatement des services d'urgence sur place. Ceci existe. Je vous le dis. Nous n'en faisons aucune publicité. Pourquoi? Parce qu'un constructeur ne peut pas faire de la publicité sur les accidents. C'est une règle du métier, on ne parle jamais des accidents. Morale de cela, nous sommes incapables de le valoriser, puisqu'on ne le dit pas aux clients. Donc on ne le valorise pas. Et on a donc mis, oui voilà, je vois, j'ai 2 minutes encore. Bien, 2 minutes. Non, j'ai dépassé. Oh là là. Bien, donc je passe rapidement là-dessus. Quels sont... nous allons nous trouver dans la situation où, évidemment, le véhicule connecté va devenir une source d'information extrêmement précieuse et valorisable, qui va passionner un certain nombre de gens, les compagnies d'assurance, les concessionnaires, les banquiers, tout le monde va vouloir savoir ce que vous faites dans votre voiture et l'usage que vous avez de votre véhicule. Et là aussi, pas de problème technique. Le problème, c'est d'abord, qu'est-ce que le client est prêt à payer? Et deuxièmement, qui apporte le service au client? Et je terminerai là-dessus. Si ce n'est pas le constructeur qui apporte le service au client, c'est-à-dire si nous ne mettons pas en place les structures qui nous permettent d'apporter ce service au client, ce sont des sociétés Internet qui vont se mettre entre le client et nous. Et qui vont faire en sorte que l'automobile deviendra une sorte de commodité, ou que nous serons une sorte de sous-traitant de celui qui aura l'interface avec le client et qui pourra valoriser le service. Et ceci est d'autant plus problématique que nous n'avons pas le même business model que ces opérateurs Internet. Nous sommes obligés de nous préoccuper de la rentabilité des investissements que nous faisons. Combien nous arrivons à vendre ce service? Pour eux, ce n'est pas le principal sujet. Le principal sujet, c'est 1, de faire du chiffre d'affaires pour pouvoir se vendre, et 2, d'accumuler des données qu'ils pourront vendre. C'est ça qui est important pour eux. Donc nous trouvons en face de nous des concurrents opérateurs Internet qui peuvent nous priver de l'interface avec le client et qui ont sur nous l'avantage immense de ne pas se préoccuper de la rentabilité de leurs activités. J'ajoute en plus qu'ils sont infiniment plus agiles que les grands constructeurs un peu lents. D'où le fait, je termine là-dessus, que General Motors a créé une filiale Internet complètement dédiée, sortie de Detroit, installée dans la Silicon Valley, comme il se doit, et qui va se comporter comme une start-up avec un business model de start-up au sein de General Motors. Voilà quelques-uns des grands défis de l'automobile pour les années à venir. Et voilà la grande question pour les automobiles. Comment mène-t-on ces 3 révolutions et comment assure-t-on la rentabilité des investissements dans ces 3 domaines? Merci.